Nicolas Machiavel, en italien Niccolò di Bernardo di Machiavelli, est un humaniste florentin de la Renaissance, né le 3 mai 1469 à Florence et mort dans cette même ville le 21 juin 1527. Théoricien de la politique, de l'histoire et de la guerre, mais aussi poète et dramaturge, il a été pendant 14 ans fonctionnaire de la République florentine, pour laquelle il a effectué plusieurs missions diplomatiques, notamment auprès de la papauté et de la cour de France. Durant toutes ces années, il observe de près la mécanique du pouvoir et le jeu des ambitions concurrentes. Machiavel est à ce titre, avec Thucydide, l'un des fondateurs du courant réaliste en politique internationale. Deux livres majeurs ont surtout assuré la célébrité du Florentin, Le Prince et Discours sur la première décade de Tite-Live. Philosophe politique de première importance, il est l'un des fondateurs de la politique moderne et ses écrits inspireront plusieurs grands théoriciens de l'État, notamment Jean Bodin, Thomas Hobbes et John Locke. Ainsi qu'un renouveau d'intérêt pour la notion de conscription, très prégnante durant la République romaine, sa volonté de séparer la politique de la morale et de la religion marque également profondément la philosophie politique. C'est sur ce point d'ailleurs que les interprétations de la pensée de Machiavel diffèrent le plus. Pour Léo Strauss, la rupture entre politique et morale trace la frontière entre la philosophie politique classique et la philosophie politique moderne, laquelle prendra son essor lorsque Thomas Hobbes adoucira la radicalité machiavélienne. Strauss s'inscrit à la suite du huguenot Innocent Gentillet et voit Machiavel comme un enseignant du mal. C'est tout le thème du machiavélisme vu comme la volonté de tromper, une leçon de cynisme et d'immoralisme. Pour d'autres, tels Benedetto Croce, Machiavel est un réaliste qui distingue faits politiques et valeurs morales et pour qui, selon la distinction proposée par Max Weber, toute action politique met les hommes d'État face à un conflit entre éthique de la responsabilité et éthique de la conviction. C'est également dans cette optique que Machiavel est vu comme un précurseur de Francis Bacon, de l'empirisme et de la science basée sur des faits. La politique, chez lui, se caractérise par le mouvement, les ruptures violentes et le conflit. Si le recours à la force est une possibilité clairement admise, la politique requiert également des capacités rhétoriques de façon à convaincre les autres. Enfin, elle exige que les hommes politiques recourent à la vertu. Un des concepts clés de la pensée qui désigne l'habilité, la puissance individuelle et le flair, permettant de passer outre à la force aveugle de la mauvaise fortune et d'innover afin que l'État puisse faire face aux défis qui se présentent ici. Deux traditions d'interprétation s'opposent. Ceux qui insistent, tels que Nietzsche, sur le caractère aristocratique de l'homme d'État machiavélien, et ceux qui, au contraire, mettent en avant le fait que, dans une république où chacun a la liberté de participer aux politiques, il se trouvera nombre d'hommes disposant de la vertu nécessaire pour faire face aux défis à relever. Dans les discours sur la première décade de Tite-Live se fait jour le républicanisme de Machiavel. Celui-ci inspirera le républicanisme des révolutions anglaises du XVIIe siècle, ainsi que les formes de républicanisme qui émergeront à la suite de la Révolution française et de la Révolution américaine. Loin de voir un modèle à imiter dans Le Prince de Machiavel, Jean-Jacques Rousseau y voit une satire de la tyrannie qui rend d'autant plus nécessaire l'établissement d'une république. L'interprétation républicaine de Machiavel connaît un nouvel essor à la fin du XXe siècle, avec notamment les travaux de John Greville Agar Pocock et de Quentin Skinner. À l'encontre de cette interprétation positive, la pensée de Machiavel a été mise en cause dans le déclenchement des deux guerres mondiales et la montée du totalitarisme. La grande diversité d'interprétations de Machiavel vient, selon Charles Benoist,
de ce qu'il existe au moins 4 types de machiavélisme. Celui de Machiavel, celui de ses disciples, celui de ses adversaires et celui des gens qui ne l'ont jamais lu. En 1513, Nicolas Machiavel dédie à Laurent II de Médicis un petit manuscrit. À travers ce traité politique, il entend transmettre au maître de Florence sa connaissance des actions des grands hommes et définir avec précision les qualités et attitudes indispensables à qui veut être prince. Dans un ouvrage qui prône l'action et l'efficacité politique, ce qui lui vaudra d'être qualifié d'immoral, Machiavel engage son prince à chercher le chemin de la vérité et à songer à sa prospérité. Il ne faut jamais donner naissance à de grands désordres pour se mettre à couvert de la guerre, car bien loin de l'éviter, vous ne faites que la différer à votre propre préjudice. Un prince qui en élève un autre se ruine lui-même. Lorsqu'un prince se rend maître d'un État qui vivait en liberté avant cette conquête, il n'a que 3 choses à faire pour ne pas en être dépossédé. Premièrement, le détruire entièrement. Deuxièmement, y aller demeurer personnellement. Troisièmement, le laisser vivre sous ses lois. De longues paix produit des citoyens lâches et efféminés. Souvenez-vous que rien n'est plus difficile à bien conduire, plus casuel à réussir et plus dangereux à manier que de se rendre chef en introduisant des nouveautés. Les hommes ne croient jamais qu'une nouvelle soit bonne, à moins d'être confirmés par une longue expérience. Il faut résister à des ennemis intéressés et bouillants, et ne compter que sur des défenseurs faibles et fidèles, avec qui l'on est en risque de périr aisément. Les prophètes qui ont parlé les armes à la main ont toujours été heureux. Ceux, au contraire, qui n'ont eu pour armes que la parole et la persuasion, ont rarement du succès. Car rien n'est plus changeant que les peuples. Il est aisé de les persuader, mais difficile de les maintenir dans la persuasion. Il faut donc les ramener par la force à leur première créance, lorsqu'ils commenceront à devenir incrédules. De grands obstacles à ceux qui ne rendent pas constants, à ceux qui ont cru et qui ne persuadent pas les incrédules. Jamais l'on n'est si fortement estimé que lorsqu'on vit maître de ses forces. Les armées des autres, ou vous tournent le dos, ou vous pèsent, ou vous empêchent. Les armées de France sont donc composées de troupes mixtes, en partie nationales, en partie mercenaires. Ces armées sont meilleures que celles composées uniquement de mercenaires ou d'auxiliaires, mais très inférieures à celles composées uniquement de nationaux. Que la déviance ne le rend point insupportable, ni l'assurance imprudent. Comme il est difficile d'être craint et aimé, mieux vaut être craint. La raison est que la généralité des hommes est ingrate, changeant, dissimulée, lâche et intéressée. Pendant que vous leur faites du bien, ils sont à vous. Mais ce n'est que pendant que le péril est éloigné, car ils changent d'attitude dès qu'il est proche. Les amitiés achetées par les bienfaits, et non pas acquises par la vertu et la grandeur d'âme, sont bien légitimement dues, mais pas assurées. De plus, les hommes n'appréhendent pas d'offenser ceux qui se font aimer que ceux qui se font craindre. L'amour n'étant qu'un lien d'obligation que la bassesse et la malice ont rendu très fragile. Alors que la crainte ayant pour origine le châtiment, ne soit jamais partie de l'esprit des hommes, mais ne pas être haï. Ne jamais dépouiller personne. On oublie la mort de son père, mais pas la perte de sa succession.
Puisque les hommes sont maîtres de leur bienveillance, et qu'ils ne le sont pas de leur crainte, un homme prudent comptera bien plus sur ce qui dépend de lui que sur ce qui dépend des autres. Et tout ce qu'il doit faire après cela, c'est d'éviter, comme je l'ai dit, de se rendre odieux. Un prince doit garder sa parole, vivre dans l'intégrité et non dans l'astuce. Cependant, les princes qui se sont les plus distingués n'ont pas été scrupuleux sur cet article. À force de fourberie, on prit le dessus sur ceux qui se fiaient à leur loyauté. Il y a deux façons de combattre les hommes, l'une par la force, l'autre par les lois. Nous tenons la première des bêtes et la seconde des hommes. Mais comme la dernière ne suffit pas toujours, il faut souvent avoir recours à l'autre. Il faut donc qu'un prince sache être homme et bête à la fois. Semi-homme, semi-bête, en se séparant l'une de ces deux natures, il leur était impossible de subsister longtemps. Prendre pour modèle le lion et le renard. Le lion ne sait éviter les filets, le renard ne peut se défendre contre les loups. Il faut être renard pour éviter les pièges et lion pour se défendre des loups. Ceux qui se contentent d'être lions manquent d'intelligence. Les hommes sont des scélérats qui vous manquent à tout moment de parole. Vous n'êtes point obligé non plus de leur garder la vôtre. Et vous ne manquerez jamais l'occasion légitime pour la rompre. Des milliers de princes ont rompu beaucoup de traités et d'engagements par leur félonie. Le plus heureux est celui qui sait faire le renard mieux que les autres. Les hommes seront toujours assez simples et assez pressés par leurs besoins pour que celui qui veuille tromper trouve toujours des dupes. Exposés aux grands périls, surmontez-les par vos propres vertus. Quand ils en seront venus à bout, gagnez la vénération des peuples, détruire leurs ennemis et ceux qui portaient envie à leur bonne qualité. Alors ils sont affermis pour toujours, puissants, respectés et heureux. Hiéron II est le capitaine d'un peuple puissant et opprimé. Il réussira tellement bien qu'il mérita une souveraine puissance. Le peuple le réclamait au trône. Il congédia les anciennes troupes et en fit de nouvelles. Il quitta ses amis de départ et en choisit de nouveaux. Et quand il eut des soldats et des amis entièrement à lui, alors il fut en état d'édifier sur un aussi bon fondement tout ce qu'il voulut. Beaucoup de peine à s'élever, mais facile de se maintenir. Gare aux fourberies de ceux qui connaissaient parfaitement la faiblesse des hommes sur la crédulité. Il n'est absolument pas nécessaire qu'un prince ait toutes les bonnes qualités, mais il est nécessaire de paraître les avoir. Les mettre en usage serait nuisible, mais elles servent si l'on pense qu'il les a. Il faut donc paraître pitoyable, fidèle, doux, religieux et droit. Il faut l'être, mais il faut rester assez maître de soi pour se montrer tout différent s'il le faut, se maintenir dans le bien s'il le peut, entrer dans le mal s'il le doit. Veiller avec soin extrême à ne laisser sortir de sa bouche que ce qui ne paraît conforme aux principes énumérés, afin de croire qu'il est rempli d'honneur, de franchise, d'humanité et de religion. Surtout paraître extrêmement attaché à la religion. Les hommes jugent bien plus par les yeux que par leurs mains. Tout le monde voit mais peu sente. Le peu de gens qui aperçoivent ce que vous êtes, et ce petit nombre ne sera jamais assez téméraire pour démentir le grand nombre. Le souverain n'a donc qu'à avoir toujours en vue sa propre conservation et celle de son État. Les moyens qu'il emploiera seront toujours approuvés du commun des hommes, car le vulgaire ne s'attache qu'à ce qui paraît et ne juge que par l'événement. Or, le vulgaire, c'est tout le monde. Le petit nombre ne compte que lorsque la multitude ne sait sur quoi s'appuyer. Un prince, que je ne veux pas nommer, n'a jamais dans la bouche que des mots de paix et de fidélité. Mais s'il s'en était tenu à l'une et à l'autre, il y a longtemps qu'il aurait perdu son crédit et ses états. Se mettre en garde contre le mépris et la haine. Il ne court aucun risque à les éviter et fera bien ses affaires.
ne pas s'emparer injustement des biens de ses sujets et attenter à la pudicité de leurs femmes. Un peuple ne demande pas davantage. Le peuple méprise un prince, capricieux, changeant, efféminé, lâche et irrésolu. Faire paraître dans toutes ses actions grandeur, gravité, courage et force, ainsi que rendre ses arrêts irrévocables, à l'égard de ceux qui entrent particuliers et acquérir la réputation de ne pouvoir changer de sentiment. Le prince doit craindre deux choses, l'une à l'intérieur de la part de ses sujets, l'autre à l'extérieur de la part de ses voisins puissants. À l'égard de ces derniers, il est aisé d'être en garde contre eux, à l'aide de bonnes troupes et de bons alliés. Quand on a de bonnes troupes, on a de bons amis. Il n'aura pas plus à craindre chez lui s'il maintient au dehors une paix solide. Rendre le peuple content de vous, ce qui est nécessaire à un prince qui veut régner en paix. Ce remède est le meilleur, parce que tous les conjurés fondent leur principale espérance sur le plaisir qu'ils croient faire au peuple en le délivrant du prince. Sans cette pensée, pas de complot. Toute conjuration étant remplie d'un grand nombre de difficultés, il y a toujours eu dans le monde beaucoup de conjurations, mais peu ont réussi. La raison est qu'on ne peut entreprendre un complot seul, et le communiquer à ceux qui croient être mécontents. Quand un de ces mécontents est maître de votre secret, il peut aisément acquérir la faveur du prince en lui donnant avis de la chose. Aussi, voyant le gain manifeste d'un côté et fort douteux de l'autre, il faut que cet homme soit un ami d'un excellent ordre, ou qu'il soit si rempli d'animosité contre le prince que cela seul vous garantisse la foi. Pour finir, un homme qui trame une conjuration est traversé par la crainte, la défiance et l'appréhension du supplice, au lieu du prince qui, lui, appuyé par le pouvoir, les lois, le secours de ses amis et de l'État, que s'il est encore aimé du peuple, il est impossible que des gens téméraires veuillent conjurer contre lui. Un conjuré dans cette circonstance, outre les terreurs qui le travaillent devant l'exécution de son dessein, n'est pas encore délivré de crainte après le succès. Ayant tout un peuple de sujets pour ennemis déclarés, ce qui lui ôte l'espoir d'aucun refuge. Ne point désespérer les grands et contenter les peuples. Se garder de l'ambition des grands, de l'insolence des peuples, de la cruauté, ainsi que l'avarice des soldats. Ce dernier étant le plus dangereux, coûtant la ruine de beaucoup de princes, rien n'étant plus difficile que de contenter à la fois les peuples qui aiment le repos, donc un prince modeste, tandis que les gens de guerre veulent un prince superbe, cruel et rapace, qui exerce toutes ses passions sur les peuples, afin que son exemple les autorise à augmenter leur solde et exercer leur brutalité et leur rapine. Il faut donc se faire craindre des uns et des autres, sinon quoi le prince périra. L'Antiquité montre de nombreux princes ralliés aux soldats et délaissant le peuple, à condition de maintenir leur crédit parmi les soldats. Marc Aurèle régna de mars 161 à mars 180 après Jésus-Christ, fut le plus respecté de tous. Comblé de gloire, arrivé à l'empire par succession, aucune obligation au peuple et aux soldats. Il avait 1000 qualités qui le rendaient vénérable. N'attirant jamais la haine ou le mépris, il sut également tenir chacun des deux partis dans leurs limites respectives. Pertinax fut le règne le plus court. Régna de janvier 193 à mars 193 après Jésus-Christ. Élevé à l'empire contre la volonté des soldats, ils ne purent souffrir la retenue où le prince les voulait réduits. Suite à une vie licencieuse sous l'empereur Commode, il attira la haine puis le mépris à cause de sa vieillesse et périt en 3 mois. Alexandre le Grand, lui, fut l'empereur le plus titré de l'histoire. Roi de Macédoine
en 336 et 323 avant Jésus-Christ, pharaon d'Égypte entre 331 et 323 avant Jésus-Christ, roi de Perse entre 330 et 323 avant Jésus-Christ, grande louange, pendant 14 ans, personne ne fut mis à mort sans jugement. Cependant, il passait pour efféminé et gouverné par sa mère. Il engendra le mépris des gens de guerre qui l'assassinèrent. Beaucoup furent très cruels et très avides, n'omettant aucun outrage envers les peuples afin de satisfaire les soldats. Tous périrent malheureusement. Antonin Caracalla et Maximin. Marc Aurèle, lui, ses grandes qualités le rendaient si admirable aux yeux des peuples et des soldats que les premiers en demeuraient en quelque sorte étonnés et surpris, et les seconds soumis et satisfaits. Il sut jouer le rôle du renard et du lion, dont le naturel, comme je vous l'ai dit plus haut, doit être imité par un prince. Exemple, Septime Sévère reconnut le peu de courage de l'empereur Julien, persuada à l'armée qu'il commandait dans l'Exclavonie qu'il était nécessaire d'aller à Rome venger la mort de Pertinax. Massacré par la garde de l'empereur, sous ce prétexte, il poussa son armée contre Rome sans marquer qu'il aspira à l'Empire. Il arriva en Italie sans que les Italiens le sachent. Parvenu à Rome, il fut fait empereur par le Sénat qui le craignait, ayant avant cela fait mourir Julien. Après de si heureux commencements, il lui restait à vaincre deux grandes difficultés pour devenir maître de tout l'Empire. L'une en Asie avec l'empereur Niger, et l'autre en Occident avec Albinus, aspirant à l'Empire. Étant périlleux de se déclarer ennemi de ses deux opposants, il attaqua Niger et amusa Albinus. Il envoya le titre de César à Albinus et attaqua Niger. Une fois tué, il se plaignit au Sénat de l'ingratitude d'Albinus et l'accusa de conspiration contre sa vie. Après avoir reçu de lui tant de munificence, il conclut qu'il avait le droit de punir sa trahison. Il le poursuivit en Gaule, le dépouilla de son empire et de son existence. Il s'agit là de l'œuvre d'un lion féroce et d'un renard très rusé. Redouté, respecté de tous et aimé des soldats, il ne fait pas outrage gravement à ceux qui le servent. Commode, lui, fils de Marc Aurèle, d'un caractère cruel et bestial, il fit l'erreur de descendre dans les théâtres se mesurer aux gladiateurs. Faisant encore d'autres bassesses fort indignes de la majesté impériale, ce qui le rendit contemptible aux soldats même, haï des peuples et méprisé des gens de guerre. Il fit l'objet d'une conjuration et perdit la vie. Il faut donc de la grandeur d'âme pour suivre les traces de Marc Aurèle ou Sévère, bien que Marc Aurèle eût la chance de la succession. Il y a des princes qui ne perdent pas à leur sujet d'avoir des armes. Imaginant que leur autorité est assurée, d'autres entretiennent la division entre les différentes terres qui leur sont soumises. D'autres ont fomenté des factions contre eux-mêmes, d'autres se sont appliqués à mettre de leur intérêt ce qui leur était contraire dans le commencement de leur pouvoir. On verra nulle part un prince désarmer ses sujets. Au contraire, quand il les a trouvés désarmés, il les a toujours mis en armes. Ainsi, ceux que vous armez vous deviennent dévoués. Ceux qui vous sont suspects vous deviennent fidèles. Les fidèles deviennent attachés. Ainsi, vous gagnez des partisans. Parce qu'on ne peut mettre des armes dans les mains de tous ces sujets, on peut favoriser ceux que l'on arme, sans perdre la sécurité vis-à-vis des autres. Car les premiers s'attachent à vous grâce à la distinction que vous leur faites, et les autres n'en concevront aucun chagrin, jugeant qu'il est raisonnable que leurs compatriotes, qui ont le plus de peine et de risques, reçoivent aussi plus de faveurs. En les désarmant, vous les offensez, en leur marquant de la déviance à l'égard de leur fidélité ou de leur courage, ce qui attire la haine. Si l'on conquiert un État nouveau pour l'annexer à son ancien domaine,
Il faut en désarmer les sujets, à moins qu'ils ne soient donnés à vous de leur plein gré. Avec le temps, il faut les rendre dociles et efféminés. Le parti le plus faible se joint toujours aux forces étrangères et met le plus fort dans l'impossibilité de se défendre. Les divisions font voir la bassesse d'un prince, qui ne sont pas présentes dans un état gaillard, car les divisions sont utiles que pendant la paix, contribuant à manier plus facilement les sujets. Mais la guerre survenant montre combien ces principes étaient fallacieux. Lorsqu'un prince, et spécialement les nouveaux, ont plus besoin d'acquérir de la réputation qu'un prince héréditaire ayant des ennemis considérables à vaincre, qui par leur défaite lui fournissent autant de degrés pour s'élever. Un prince prudent doit se faire des ennemis, afin que leur défaite l'élève et contribue à sa grandeur. Mieux vaut des suspects que trop souvent, ceux qui s'opposent ont besoin d'appui pour se soutenir. Il est donc aisé aux princes de les gagner, tandis que ceux qui n'étant point soupçonnés, qui les ont conduits, car il sera impossible de les satisfaire et de conserver leur bonne volonté si l'infection naturelle, mais seulement par humeur contre l'ancien état de choses. Amis et ont travaillé à le mettre sur le trône. La meilleure citadelle qui soit, c'est d'être aimé de son peuple. Si vous ne l'êtes pas, encore que vous ayez des forteresses, vous ne serez pas sauf. Car le peuple ne manque pas d'étrangers qui soient prêts à le secourir. Tous ceux qui se fient des forteresses ne feront pas grand cas de la haine des peuples. Un prince se fait encore admirer quand il est un ami sincère et un véritable ennemi, ce qui est plus avantageux que de demeurer neutre. Si deux de vos puissants voisins en viennent aux mains, que le vainqueur vous deviendra redoutable ou non, en ne vous déclarant pas, vous deviendrez toujours la proie du vainqueur, au grand contentement du vaincu, sans défense et sans autorisation de vous plaindre. Car celui qui aura vaincu ne vaudra point d'amis suspects, ne voudra point d'amis suspects qui ne l'aident pas dans les temps fâcheux. Et celui qui aura été battu ne vous écoutera point puisque vous n'avez pas voulu courir la même fortune que lui, les armes à la main. Les princes indéterminés, pour éviter un péril immédiat, restent neutres et périssent le plus souvent. Au contraire, ceux qui se déclarent gaillardement en faveur d'un autre, quand bien même celui-ci remporterait la victoire, et étant puissant, vous tiendra à sa discrétion. Il vous sera obligé par un contrat d'amitié, car jamais les hommes ne seront assez scélérats pour vous sonner en vous opprimant, un tel exemple d'ingratitude. De plus, il est de victoire assez complète pour que le vainqueur puisse ne pas s'en tenir au respect, et surtout à la justice. Mais si celui en faveur de qui vous vous êtes déclaré vient à succomber, il s'attache fortement à vous, et en attendant qu'il puisse vous aider, il devient votre compagnon dans une fortune qui peut renaître. Dans le second cas, lorsque les princes qui se font la guerre ne vous donnent point lieu de redouter celui qui remportera la victoire, il est encore plus de votre prudence de rendre parti pour l'un d'eux, parce que vous menez l'autre à la ruine avec le secours de celui qui devrait le sauver, s'il était sage. Si celui-ci remporte la victoire, il demeure à votre discrétion, et il ne saurait manquer de vaincre avec un secours comme le vôtre. Il faut donc noter qu'un prince ne doit jamais faire ligue avec plus puissant que lui, pour faire la guerre à son ennemi, à moins d'y être contraint par la nécessité. Car si, par son moyen, il remporte la victoire, il est à sa discrétion, et c'est ce qu'un prince doit éviter par-dessus tout. Pour sortir d'un inconvénient, on tombe dans un autre. Tout ce que la prudence peut faire alors, c'est de reconnaître la nature de ces inconvénients et de prendre le moins mauvais pour le bon. Un prince doit marquer de l'estime pour les vertus et honorer le plus excellent dans les arts. Encourager ses sujets à s'attacher à leur profession, récompenser à tous ceux qui entreprendront pour la cité et l'État. À certains moments de l'année, il est bon de divertir les peuples par des fêtes et des spectacles. Et comme la ville est partagée en corporations ou tribus, il faut marquer de l'estime pour chacune d'elles.
se trouve quelquefois au milieu de ces gens et leur donner des témoignages de bonté et de magnificence, avec la précaution de ne jamais avilir la dignité royale, parce qu'en cette matière, il ne peut y avoir de lacune. Le premier jugement qu'on fait d'un prince est que son esprit est fondé sur les gens qui l'approchent. Ils se doivent d'être fidèles avec de la conduite. Il y a 3 sortes d'esprits. Le premier, ceux qui voient par eux-mêmes sont excellents. Les deuxièmes, ceux qui voient à mesure qu'on leur montre sont bien. Les troisièmes sont ceux qui ne voient ni par eux-mêmes, ni lorsqu'on leur montre. Ceux-ci sont médiocres. Lorsqu'un ministre pense plus à ses affaires personnelles qu'à celles de l'État, il n'est pas fiable. Lorsqu'on tient les rênes du gouvernement, il ne faut jamais penser à un autre intérêt que celui de son maître et ne lui parler jamais d'une chose qui ne le regarde absolument pas. D'autre part, il faut conserver l'affection de son ministre par des bienfaits, des dignités et des charges. Ces grands honneurs et ces grandes richesses doivent lui enlever le désir d'autres hommes et d'autres richesses, le faisant craindre toutes les révolutions, s'appuyer l'un sur l'autre, mais s'il en est autrement, que l'un ou l'autre périsse. Naturellement, les hommes sont si amoureux de leurs propres qualités et en même temps si aveugles qu'ils peuvent à peine résister à cette peste de la flatterie. Lorsqu'un prince s'en défend, il s'expose au mépris. Il n'y a pas d'autre manière de se garder des flatteurs que de faire comprendre aux hommes qu'on ne s'offensera pas d'entendre la vérité, mais en vous disant la vérité, on vous manquera immanquablement de respect. Faire le choix d'un petit nombre de gens sages, qui ait la permission de parler sincèrement de tous, être ferme dans l'exécution de ses volontés, si ce n'est pas le cas, il périra par les flatteurs et ou bien sera méprisé s'il change souvent de conduite. Il faut qu'un prince prenne conseil d'autrui, mais seulement quand il lui plaît, en ôtant à chacun la hardiesse de lui donner aucun avis. Je recommence. Il faut qu'un prince prenne conseil d'autrui, mais seulement quand il lui plaît, en ôtant à chacun la hardiesse de lui donner aucun avis, quand il ne le demande pas. Interrogez les siens et écoutez patiemment toutes les vérités qu'on lui dira. S'il remarque que quelqu'un dissimule par considération, il doit s'en montrer mécontent. Les bons conseillers viennent de la prudence d'un maître et pas l'inverse. Un prince qu'il est devenu depuis peu est bien plus observé qu'un prince héréditaire. Quand on a reconnu ses vertus, on s'attache bien plus à lui qu'à ceux qui n'ont de grand que leur naissance. Le présent touche plus que le passé, car quand il est satisfaisant, on ne cherche pas plus loin. Un double degré de gloire au prince qui saura fonder un nouvel État, l'embellir, le fortifier par les armes, par de bonnes lois, de grandes alliances et de beaux exemples. Ainsi, les princes qui possédaient leurs États depuis tant d'années ne doivent point accuser la fortune de la perte qu'ils en ont faite, mais seulement leur imprudence. Ils n'ont jamais pensé dans les temps de repos que les choses pouvaient changer. Quand viennent les moments difficiles, ils ont pris soin de fuir au lieu de se défendre, espérant que les peuples, lassés de l'insolence des vainqueurs, rappelleraient leur premier maître. Jamais personne ne se laissera tomber dans l'idée que quelqu'un le relève. Cela n'arrive jamais. Mais quand bien même cela arriverait, on n'y trouvera pas de sécurité, car c'est une vile défense qui ne dépend pas de soi. Et la seule défense qui soit assurée et durable est celle qui vient de soi-même et de sa propre valeur. Il vaut même être bouillant et que circonspect, parce que la fortune est femme, et qu'il est nécessaire de la battre et de la maltraiter pour la tenir sous sa dépendance. Elle se laisse plus facilement vaincre par cela que ceux qui la traitent avec froideur. Comme les femmes, elle aime les jeunes gens parce qu'ils sont moins respectueux, plus violents, et qu'ils la maîtrisent avec plus d'audace. L'esclavage du peuple d'Israël en Égypte mit en œuvre les talents de Moïse, que la grandeur et le courage de Cyrus
serait peut-être demeuré inconnu si les Perses n'avaient pas été opprimés par les Médès et que la dispersion des Athéniens a rendu illustre la perfection de Thésée. Point final. Ouais, j'ai 6 clap-clap. Alors, je rebondis sur ce que dit Ama. Moi aussi, j'avais noté ce passage où il dit, je crois à peu près littéralement, que la division est utile pendant la paix et Exactement. ne sert pas durant la guerre. Très C'est ça. intéressant. Ça rappelle des trucs un peu actuels. Grave. Il dit même qu'en temps de guerre, les principes de division sont fallacieux. C'est ça les termes exacts. Je peux vous retrouver le passage. Voilà, j'ai retrouvé. Si l'on conquiert un État nouveau pour l'annexer à son ancien domaine, il faut en désarmer les sujets, à moins qu'ils ne soient donnés à vous de leur plein gré. Avec le temps, il faut les rendre dociles et efféminés. Le parti le plus faible se joint toujours aux forces étrangères et met le plus fort dans l'impossibilité de se défendre. Les divisions font voir la faiblesse d'un prince qui ne sont pas présentes dans un état gaillard, car les divisions sont utiles que pendant la paix, contribuant à manier plus facilement les sujets, mais la guerre survenant montre combien ces principes étaient fallacieux. Bah, je vais vous faire un screen parce que j'ai un PDF de ma fiche de lecture. Je vous fais un screen de ce texte en particulier qui apparemment a retenu l'attention. Voilà, hop. Ah, il y avait l'autre poutre qui voulait intervenir, je crois. Ouais, c'était pour te dire merci encore Voro pour cette lecture. T'as une belle diction et un super bon rythme. Merci. Et ouais, c'était très agréable à écouter. Et oui, ça me semble aussi évident qu'il conseille qu'un dirigeant en temps de paix a plus d'avantages à diviser son peuple. Vous avez vu à un moment, il y avait des transitions au diapo que je trouve qui étaient géniales avec le gladiateur et Commode. Je sais pas si vous avez fait attention. Ouais. Avec Gatsby, on a trouvé ça incroyable. On s'est tapé une bonne barre. Dans le même ordre d'idée, une idée un peu contre-intuitive en mode la division est utile pendant la paix. À un moment, il a dit un truc du genre un prince prudent doit se faire des ennemis, car ainsi, en les terrassant, ça lui apporte de la gloire. Exactement, exactement. Je vais te retrouver ça. Je suis désolé, j'apporte pas trop de réponses, des gros développements.
C'est juste que, enfin, je me sers de la pression sociale et le fait de réciter en public pour infuser un peu mieux le texte, mais je suis pas prof de français, j'ai pas fait des grosses études, je pourrais pas vous disserter comme ça, je pourrais pas vous faire des grosses longueurs sur ce que je viens de vous lire. Simplement un échange, voilà, qui m'apporte à moi pour consolider des connaissances et pour vous, bah, parfaire votre culture. Et c'est un échange qui apparemment a été qualitatif, d'après les dires de l'outre-poutre. Ouais, très instructif, à méditer en fait. Je pense qu'il y en a beaucoup qui réfléchissent. Je crois qu'il y a l'ours qui demandait à un moment si ça venait tout du même ouvrage, tout ce que tu as pu citer. Je crois que oui, c'était Le Prince. Oui, oui, tout vient de Le Prince de Machiavel, édition Librio. Euh, Ça fait 119 pages et en fait, je me suis amusé à faire des prises de notes sur tous les passages qui me paraissaient pertinents. Et j'ai fait un cocktail, du coup, j'ai répertorié toutes les citations qui m'ont intéressé. J'ai fait 12 pages et ça a donné ce que vous venez d'écouter. Voilà. Ouais, très bon le PowerPoint. Si tu veux bien, on le joindra au podcast, ça fera des heureux. Ah oui, totalement. Je te mets ça tout de suite. Tac. Ah, c'est trop volumineux. Ah, il fait 28 mégas. Je te fais un WeTransfer ou... 28 mégas? Ah non, ça va être un Ouais, peu trop lourd. Ouais, il fait 28 mégas le PowerPoint. On trouvera d'autres solutions. Si ça peut... Il y a une question... si le fait de... Enfin, qu'en temps de paix, il y a une division de l'État et qu'en temps de guerre, il faut réussir à rameuter les troupes. Est-ce que ça peut s'appliquer à la Révolution française? Oui, ça s'applique à toutes les révolutions qui fonctionnent. Une révolution qui fonctionne, c'est justement réussir à rassembler les peuples pour faire tomber un pouvoir qui n'arrive plus à servir et qui attise la haine et le mépris. Parce qu'il y a deux notions qui sont importantes citées par Machiavel, ce sont le mépris et la haine, qui sont deux réactions du peuple qu'il faut à tout prix éviter. Et sachant que la partie du peuple la plus dangereuse étant le bellatores et non le laboratores. Le bellatores, je le rappelle, étant l'armée, les sujets qui sont armés. Un souverain qui attise le mépris et la haine de cette partie des trois ordres, bah, il est foutu en fait. Il va juste périr. Il va se faire défoncer. Les relations de couple sont particulièrement malsaines. Ah ouais, vous avez du coup, oui, parce que moi je l'avais pas, il fallait que je me concentre un peu plus, mais avec la musique, ouais, c'est passé. J'imagine que c'était incroyable. Alors j'imagine qu'il y a beaucoup de politiciens qui ont dû le lire. Bah ouais, c'est the référence. Et j'ai envie de dire, ces conclusions sont à la fois et très vraies et très tristes, et en même temps presque un peu autoréalisatrices. Ce que je veux dire, c'est que si tu prends le parti et la vision de te dire ce qu'il faut pour gouverner, c'est imposer la force, tu auras des retours dans ce sens-là, parce que tu vas tanner le cuir aux gens, et du coup, ce sera ça qui sera opérationnel auprès d'eux. À Alors, l'inverse, si tu avais pris la position de te dire je vais les élever par, j'en sais rien, la vertu ou d'autres trucs, ça peut marcher, mais c'est plus long, plus difficile. Et du coup, tu aurais eu aussi des retours qui te diraient je suis sur la bonne voie. Donc lui, j'ai l'impression que même s'il a raison, il voit qu'un seul prisme et il dit il n'y a que lui qui vaut. Il n'a pas tout à fait tort, mais du coup, comment dire, il nourrit lui-même ce qu'il considère être une vérité. ouais. Alors, je rebondis à ce que tu as dit parce qu'il y a quand même. T'as tiré un peu à côté, dans le sens où il explique que la force est nécessaire, mais qu'il faut surtout paraître avec tout un tas de qualités, pitoyable, juste, religieux, patient, etc. C'est-à-dire qu'il faut paraître avec ces masques-là, mais que si un souverain se contentait, si un prince, pardon,
se contenter d'appliquer ses valeurs sur le terrain, il perdrait ses états. C'est-à-dire qu'il faut, il faut avoir une image de quelqu'un de doux et d'aimant, mais sur le terrain, faut appliquer la force et la cruauté. Et il n'y a que comme ça que tu vas avoir l'acceptation du peuple, qui pour la plupart sont des gens qui vont aimer le repos. C'est ce qu'il dit texto. Il dit les gens du peuple aiment le repos. Par contre, les gens de guerre, les gens qui aiment se battre et qui aiment la castagne, et les gens qui sont dans l'armée, la police, etc., ceux-là, il faut aussi avoir une double face, donc le côté méchant, cruel, passionné, et, tu vois, et rapace, quoi. C'est là, c'est ça en fait le cœur de... C'est moi ce que j'ai retenu, si je devais résumer le prince, comment être un bon prince, ce serait comme ça. Ce serait avoir une façade aimante, douce, pitoyable et religieuse, mais quand il s'agit de régler des vrais problèmes géopolitiques et de terrorisme ou de l'armée de terre, armée de l'air et compagnie, faut savoir être un rapace, quoi, un loup. Bien sûr, mais du coup, sa considération de l'humain est d'une tristesse abyssale, même si elle peut être entendue comme vraie. En gros, il dit les hommes sont des chiens, vous ne pourrez pas être toujours honnête avec eux. Ouais, pourquoi pas. Je suis plutôt d'accord avec ce que tu as dit. Oui, et effectivement, Azingu, il développe sur la crainte et l'amour. Être aimé et... Enfin non. Le plus difficile étant d'être aimé et craint, mais à choisir entre les deux, il faut être craint. Parce que ceux qui sont le plus à même de te renverser, ce sont les gens de guerre. C'est pas le peuple. Les plus dangereux pour le prince, c'est ces soldats. S'ils sont vraiment pas contents de lui, bah, ils l'assassinent ou ils lui font un truc de ouf. L'analyse philosophique du prince mène à faire détester une personne et être le sauveur en retrait. J'ai du mal à saisir le sens de être le sauveur en retrait. En fait, ce que ça signifie, c'est-à-dire que lorsque tu es dirigeant, tu dois pas être la personne qui est haïe. Tu dois... alors, voilà, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, aimer le peuple ou paraître aimer le peuple, c'est pas la question. La question, c'était surtout que le peuple t'aime ou que le peuple ne t'aime pas. Donc il faut être aimé du peuple pour pouvoir être le garder donc en contrôle. Et donc pour être aimé du peuple, il faut être le sauveur et le laisser libre. Et comme tu disais dans l'une des premières citations que tu disais, c'était lorsque l'on arrive et qu'on conquiert un territoire, il faut 1. Le raser, 2. Habiter là-bas, et 3. Lui laisser ses lois. Waouh, quelle mémoire, je suis impressionné. Non, parce que je connais assez bien ce passage-là. Ok, mais, d'accord. Parce que c'est une des principales conclusions qu'il faut en tirer. Et Ok. donc du coup, le fait d'être la personne qui ne prend pas les décisions les plus méchantes, c'est-à-dire de mettre en place une personne, pour un ministre, qui lui va prendre les décisions méchantes, ça va te permettre en fait au peuple de pouvoir avoir cette haine, ou de rejeter toutes les fautes sur cette personne-là. Et toi, donc, en tant que dirigeant, ou presque dans ce cas-là, en retrait, tu es celui qui est juste, qui va dire, eh ben non, tu as fait n'importe quoi, et donc je te punis. Alors que c'est peut-être toi qui as donné les ordres. Ah, pas mal. Ouais, transférer la haine sur les ministres. Et du coup, comme ça apaise l'image du président. Ouais, pas mal. C'est une des conclusions philosophiques qu'on étudie sur le prince. Stylé. Je plus sois ton intervention. Et aussi, enfin, juste rappeler sur le terme de peuple, il y a le peuple civil, laboratorès, et il y a les gens de guerre. C'est les deux distinctions qui fait du peuple. Quand on dit le peuple, il y a bien les gens qui triment, les paysans, les électriciens, les maçons, etc. Et
les guerriers, les flics, l'armée, services secrets, tout ça, tout ça. Alors le coup du méchant flic et le gentil flic, j'ai lu ça dans Influence et manipulation de Robert Cialdini. Ça joue sur le principe d'engagement et la réciprocité en fait. Le méchant flic, il va mettre la pression au mec, et le gentil flic, en fait, il va faire susciter le principe de réciprocité, c'est-à-dire en prenant la défense du mec qui a commis un délit et qui est coupable, comme le gentil flic va prendre sa défense, lui payer un café, et voilà, le caresser dans le sens du poil, il va susciter la réciprocité sur le coupable et donc le pousser aux aveux. Ce que je ferais, du coup, c'est possible, je sais pas, dans une semaine ou quoi, j'ai terminé Influence et manipulation de Robert Cialdini, donc je suis aussi partant pour faire une lecture de ce merveilleux livre, un best-seller de la psychologie. Triangle de Cartman, c'est victime, bourreau, sauveur. C'est ça, et en gros, dans le cas d'un gentil flic et méchant flic, il y en a un qui se pose en tyran et l'autre en protecteur. Du coup, on est tenté d'aller vers le protecteur pour qu'il nous protège. C'est Blablabla. ça. Et le coupable est la victime. Exact. Et j'avais lu la solution au triangle de Cartman, c'est la responsabilisation de la victime. Oh, c'est de pas rentrer là-dedans, surtout. Ouais, mais c'est... Enfin, c'est aberrant comme le nombre de personnes qui sont dans ce schéma-là. Et de la solution que j'avais vue à ce triangle, qui est présent chez beaucoup de foyers, enfin, voilà, beaucoup de personnes, c'est la responsabilisation de la victime du réseau social dans lequel il est. Que ce soit un adolescent ou un mec qui se fait marcher dessus en entreprise. Donc de faire en sorte que le triangle où le sommet pointe vers le bas devienne une ligne droite bien horizontale, où chacun est à sa place et il n'y a pas de victimisation. Le pardon, non, je suis pas trop fan. Je suis pas trop fan de ce concept. Mettre les problèmes sur la table, exposer les ressentiments, les reproches, faire en sorte que la personne qui casse les pieds change, mais après le pardon, non, on n'oublie pas ce qu'on nous a fait subir. C'est un bien grand mot, le pardon. Le pardon, c'est pas tant d'oublier, hein, c'est surtout d'accepter. C'est moins évident. Parce qu'évidemment, on n'oublie jamais. Ouais, mais c'est sûr. Pour moi, je vois plus. Moi, je vois pas. Enfin, j'aime pas le fait juste d'accepter que tu t'es fait pisser dessus. Moi, ce que je vois plus dans le pardon, c'est surtout faire changer le mec faire changer le bourreau, en fait. Parce que pardonner et le bourreau, il change pas, je trouve ça. C'est horrible, en fait. Enfin, ça n'a aucune utilité. Ouais, c'est une manière d'être en paix avec soi-même aussi, hein, le C'est pardon. ce que j'allais dire, c'est plutôt pour soi que tu pardonnes généralement. Oh. Moi, je suis en paix avec moi-même si le bourreau a payé. Tu vois. Si le bourreau n'a pas payé,
je peux pas. Tu vois. Le bourreau paye, après il y a pardon peut-être. Mais tant que le bourreau n'a pas payé, le pardon fonctionne pas. Ah, il y a des fois, tu peux pas vraiment lui faire payer, quoi. Ah, c'est là où Et plutôt que de rester bloqué, bah, faire un truc de pardon et dire, bon, ok, cette personne m'a fait du mal, tant pis, tu vois. tu vas à la salle et tu vas à la salle pendant 8 mois, 3 fois par semaine. Et voilà. Et là, tu pardonnes. Mais après que tu lui aies fait comprendre que fallait pas recommencer, tu vois. Mais c'est deux lignes de vie un peu opposées, hein, et finalement Machiavel est clairement sur cet opposé, sur l'autre, quand il parle de la force, de la crainte, ou même de Bien la sûr. violence à utiliser. Ah, Il est clairement évidemment. pas dans le pardon, lui, par exemple. Ah ouais, bah, je suis totalement d'accord avec lui. Après, c'est intéressant de noter, ah pardon, Ashkamen, je te coupe, Vas-y, tout ce qu'il écrit et ce qu'il accrédite dans sa pensée, ça vaut pour une époque où il y a des princes et des empereurs et où il y a un culte des personnes qui ont quasiment les pleins pouvoirs. Du coup, dans des démocraties actuelles, même si on a des parallèles séduisants à faire, bah, c'est plus le cas comme ça, quoi. Donc, Ah, j'ai envie de te dire, enfin, on est dans une oligarchie, donc quelque part, c'est certes pas des monarchies où c'est qu'un seul individu, mais ça reste une toute petite minorité qui... oui, mais ce que je veux dire, c'est que son argumentaire est d'autant plus vrai que s'il y a surtout une seule personne qui dirige, et dans ce cas-là, il faut qu'elle applique tout ce qu'elle dit, tout Ouais, ce qu'il dit. certes. Mais sur une certaine échelle, je sais pas, par exemple, dans un groupe, généralement, il y a toujours un leader, tu vois. Et je pense que ça peut pas faire de mal en tant que leader d'un groupe de potes ou d'un groupe ou d'un chef d'entreprise ou je ne sais quoi, d'avoir connaissance de ces principes, en fait. Parce qu'un leader qui se contente d'être simplement aimé, il ne sera pas à l'abri de bassesse et de malice de la Bien part, euh, sûr. de la part de ces sujets. Voilà, c'est ça qu'il dit, les sujets. Après, il y a le leader désigné et le leader naturel. Donc, il y en a deux, techniquement. Ouais, c'est vrai. Bah, d'ailleurs, Machiavel met le doigt là-dessus, hein. Il dit que ceux qui sont arrivés, entre guillemets, par le peuple sont toujours plus respectés que si ceux qui sont héréditaires. Oui. Et il y avait Ashkamen qui voulait parler, pardon. ouais, moi je voulais juste revenir sur le fait que quand on utilise la langue commune Machiavel, on dit oui c'est quelque chose de machiavélique, de calculé, de froid, de cynique, alors qu'en réalité c'est quelque chose d'honnête, de factuel. C'est une étude de quelle a été l'histoire par rapport aux guerres et aux gestions de cités. Et donc, en fait, ça s'est transformé parce que justement, son message a été mal interprété en disant que bah, c'était de l'opportunisme pour se faire bien voir du prince. Euh, mais en réalité, donc Machiavel, c'est quelqu'un qui était donc très patriote et qui avait justement cette vision de la chose, comment faire les choses de manière cadrée pour essayer de réunir les États d'Italie. Hmm. Je suis d'accord. Bah, la chaîne YouTube Le Précepteur, que j'apprécie énormément, a fait une vidéo sur Machiavel. Et bon, je vais essayer de faire deux têtes, mais je vais un peu remixer. Mais il fait bien le. Comment dire? Il souligne bien le fait que il y a un côté galvaudé dans les termes machiavéliques. C'est que pour l'inconscient collectif, c'est quelque chose, comme tu disais, HK, de cynique. Ouais, voilà, c'est ça. Parfait. C'est quelque chose, voilà, de mauvais, de malicieux, de négatif, en gros. Alors qu'en fait, pas du tout. C'est simplement c'est quelque chose de froid, de bien réfléchi sur la réalité de ce monde, sur la réalité et surtout l'imprévisibilité des gens qui poussent à des réactions qui sont pas forcément bisounours, quoi. Et qui demandent un cadre strict pour justement anticiper la, l'imprévisibilité des relations humaines.
Je dois aussi mettre un point d'exclamation ou pas, Melk, quand je veux intervenir? Bon, a priori, non, tu fais la soirée, fais-toi D'accord, plaisir, ok. t'as beaucoup de J'ai choses à dire. Ok, cool. Cool. Ouais, j'invite tout le monde à aller voir la vidéo du précepteur qui est vraiment. Qui est un mec, enfin, une chaîne hyper qualitative sur tout un tas de concepts philosophiques. D'ailleurs, les points d'exclamation et compagnie, c'est quand il y a beaucoup de monde et qu'il y a beaucoup de paroles demandées. Là, typiquement, il n'y a pas beaucoup de monde qui demande la parole. Prenez-la en live, n'hésitez pas, exprimez-vous si vous voulez. Ouais. Les gens sont studieux sur l'afterthinking. Disciplinés. Attentif à la parole de l'autre. Oui. Y a-t-il moyen de compresser un fichier PowerPoint? Sinon, au pire, tu nous le coupes en 2 ou 3. Ouais, faire ça. Cliquez sur le bouton et puis cliquez sur File, dossier compressé. Après, il n'y a pas tant de questions ou d'interventions. Si tu veux faire une sorte de petite conclusion pour ceux qui écouteraient le podcast, je pense que je vais bientôt arrêter. Conclusion. Ou je sais pas, une ouverture sur d'autres ouvrages de Machiavel, ou un petit mot de la fin, comme tu le sens. 3 bouquins et un conseil pour les jeunes générations. Ah, j'ai pas assez de prétention à pouvoir donner des conseils à la jeunesse de France. Oh mon dieu. Bah si, le mot de la fin, c'est que la philosophie est une science absolument géniale et que j'inviterais à lire Descartes de la même édition de Librio. Enfin, les livres de poche que j'ai fait l'acquisition là du Prince Machiavel. Donc j'invite à aller lire Descartes, Discours de la méthode, qui a pour phrase d'introduction: tâchez toujours plutôt à me vaincre que la fortune et à changer mes désirs que l'ordre du monde. Que j'expliciterai cette phrase par, en fait, au lieu d'avoir plus d'argent que un concurrent X, essayer d'être plus fort que lui, plus compétent que lui dans son domaine. Et au lieu de changer l'ordre du monde, changez vos désirs pour éviter de vous casser les dents sur un monde qui a déjà son ordre établi par tout un tas de penseurs qui ont construit la société, en fait. Donc intéressez-vous à l'ordre, comment la société a été ordonnée. Voilà. Ce serait ça le mot de la fin.